Alors bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Alors le comité scientifique m'a appelé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que tu pourrais parler des diurétiques? J'ai répondu oui. En une minute, j'ai répondu ok. Je ne savais pas pourquoi ils m'avaient posé la question, je ne sais même pas pourquoi j'ai répondu oui. Mais en gros, j'ai essayé un petit peu de revoir. Alors, par des formations professionnelles, on essaie. Voilà. Par des formations professionnelles, on essaiera toujours, autant que néphrologue, revoir un petit peu les tubules, comment ça fonctionne et tout. Et puis, je me suis dit, pourquoi on ne verrait pas un peu les choses d'une autre manière? Et en fin de compte, je- et en fin de compte, j'ai essayé un peu de voir un peu ce que nous disait la littérature. Alors, sur les 20 dernières années, il y a eu à peu près 25 000 travaux sur les diurétiques, tout type de diurétiques confondus. Et à peu près 3700 essais thérapeutiques, quelques 700 méta-analyses, quelques 500 revues de littérature. Mais en gros, c'était à peu près 45% des travaux faits par les cardiologues. À peu près, les néphrologues insistent sur les diurétiques à peu près dans l'ordre de 30%. Hein. Alors, ce qui fait qu'on est un petit peu... Est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'on sait faire? Ou est-ce qu'en fait, on l'utilise sans trop y réfléchir, juste en nous basant sur les connaissances physiologiques, en fin de compte. Mais on ne s'intéresse pas trop à comment ça fonctionne, quels sont les résultats thérapeutiques, comment vont nos patients, au-delà de comment fonctionne le diurétique. Et donc, je suis obligé, on m'a demandé de ne pas parler trop du diurétique de Lens, mais malheureusement, je suis obligé d'en parler. C'est à peu près, le raisonnement commence à partir de l'diurétique de Lens. Et on a 4 problématiques. Alors, on l'utilise tout le temps, on croit bien faire, mais en fin de compte, il y a beaucoup de remises en question sur un peu l'effet bénéfique sur le patient. On est tout content quand on voit les urines apparaître sur une sonde ou une déplétion, des œdèmes qui régressent. Mais en fin de compte, la première chose qu'il nous faudrait, c'est revoir la mortalité. On va revoir 4 points. Est-ce qu'on arrive à baisser la mortalité chez nos patients quand on prescrit un diurétique de Lens? Alors, on prend l'un des derniers travaux qui confirme, qui nous dit, bon voilà, tout type de diurétique, mais essentiellement sur diurétique de Lens, sur 48 mois, on arrive quand même à baisser la mortalité des patients. Bon, on se dit, bon voilà, c'est ce qu'on savait, ça marche bien. Maintenant, si on va chez les patients hospitalisés, alors essentiellement chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou ils sont hospitalisés pour une cardiopathie. Et en fin de compte, c'est un travail qui a recensé à peu près 200 000 patients, 200 000 hospitalisations. Sur les 200 000, on avait à peu près 20% des patients qui avaient ou un diurétique de Lens ou une insuffisance cardiaque. Sur ces 20%, en fin de compte, regardez, 65% des patients avaient une prescription de diurétique sans diagnostic d'insuffisance cardiaque, parce que cliniquement, on avait besoin de le prescrire. Et regardez, quand on voit sur ce tableau-là, regardez, quand on voit sur le tableau, en fin de compte, chaque fois qu'on a une insuffisance cardiaque et qu'on utilise diurétique de Lens, le hazard ratio est à peu près de 1 en matière de mortalité d'événements cardiovasculaires. Mais si on n'a pas de diagnostic d'insuffisance cardiaque, regardez qu'on utilise juste le diurétique de Lens, parce qu'on en a besoin, ben en fin de compte, le hazard ratio, il est à 1,7, 1,8. On n'est pas loin du diagnostic insuffisance cardiaque et diurétique. Par contre, si on a une insuffisance cardiaque sans avoir nécessité de recourir à un diurétique de Lens, regardez, on se pose la question, est-ce qu'on est plus toxique quand on prescrit? Est-ce que notre patient, quand on a une fiche thérapeutique, on voit diurétique de Lens, on a un hazard ratio qui se rapproche à peu près à un patient qui a une insuffisance cardiaque et un diurétique? Alors, regardez, juste par exemple, sur les 22 000 patients, 34% allaient décéder. Quand on a juste une insuffisance cardiaque sans diurétique, on avait à peu près 15%. Bien sûr, quand on a les deux, on a à peu près le risque de décès qui est à peu près de moitié. Donc là, se poser la question, comment les diurétiques de Lens, est-ce que c'est un effet surcharge ou est-ce un effet usage diurétique de Lens qui commençait à devenir mortel? Regardez, c'est juste pour vous rapprocher, là, insuffisance cardiaque plus diurétique, et la diurétique seule, là, insuffisance cardiaque, juste pour à peu près mesurer le risque que présente le patient d'avoir un événement indésirable. La deuxième chose, c'est l'insuffisance rénale. Alors,
on agit souvent parce qu'il y a surcharge ou on agit quand il y a une surcharge avec insuffisance rénale. Et là, il y a eu, je vais essayer un petit peu, on se posait déjà en 2014, est-ce qu'on avait des avantages théoriques en faveur des diurétiques de Lens, mais on se posait la question, est-ce qu'on améliorait réellement notre fonction rénale et est-ce qu'on réduisait la mortalité? Donc 2014, déjà, on commençait à se poser la question. Alors on a sorti l'effet dose. Plus on augmentait la dose, plus on était toxique, mais sans être précis. Alors, juste pour revenir, j'étais obligé de mettre encore un schéma de capillaire. Juste quand on a une hypoperfusion, là, la corticale, elle est hypoperfusée, mais la médulaire devient encore moins perfusée que les corticales. Et notre tubule de Lens est là. Et deuxième chose, quand on utilise diurétique de Lens, on a cette pompe à ATP, on a besoin énormément d'oxygène pour avoir un effet bénéfique diurétique de Lens. Donc si on met diurétique de Lens, on va demander à une cellule qui est encore très hypoperfusée de fonctionner. Et là, on commence un peu à altérer notre cellule. Et donc, en fin de compte, il y a un effet iatrogène qui est clair. Alors, il a fallu attendre en 2022 parce que le gros problème, en fin de compte, quand on agit chez nos patients qui sont hospitalisés, c'est en fait tous les facteurs qui vont dégrader parce que il y a énormément de facteurs iatrogènes, hémodynamiques, état cardiovasculaire qui sont néphrotoxiques. Et en fin de compte, ce travail, c'est un travail qui avait recensé, c'est une étude rétrospective qui a recensé à peu près 150 000 patients. Sur les 150 000 patients, on avait à peu près 10% des patients qui avaient été mis sous diurétique de Lens. Sur les 10% qui avaient été mis sur le diurétique de Lens, 10% avaient fait une insuffisance rénale. Et cette étude qui est bien, en fait, ils ont utilisé une régression de Cox. En fait, ils ont balayé tous les facteurs iatrogènes, ça veut dire anti-inflammatoires, ARA2, IEC, ils ont enlevé tous les quinolones et on ressort avec ce schéma. Alors, cette première plaque, c'est la dose cumulée d'utilisation diurétique de Lens chez le patient hospitalisé. Et regardez, le risque d'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire le hasard, augmente significativement avec l'augmentation des doses. Et le problème, ce qui est encore gênant, c'est encore sur ce deuxième graphe qui nous dit que regardez les doses, on est à 20, 25 mg, 75 mg de doses utilisées par jour, qui n'est pas très très importante. Et regardez, le hazard ratio augmente rapidement. Et même si on zoome sur les petits dosages, et en fin de compte, à petit dosage, on devient très néphrotoxique. En fin de compte, on ne peut pas ne pas utiliser diurétique de Lens parce qu'on a une surcharge qui est probable, mais en fin de compte, on est néphrotoxique. On va avoir des urines, mais on va augmenter notre chiffre de créatinine. Alors, le troisième point, on s'est toujours posé furosémide. Alors, est-ce qu'on a d'autres molécules? Alors, je vais en parler d'une, peut-être d'autres au cours de la discussion. On avait eu l'étude Toric en 2002 ou en 2003, en fait, ils nous ont sorti le torsémide. Alors, le torsémide, il paraissait très très beau. Hein. Il y avait une biodisponibilité qui était bien meilleure, il y avait une demi-vie qui était plus rapide, un peu plus lente, mais une demi-vie, un pic plus rapide, mais une demi-vie plus lente, un effet anti-fibrotique, tout était en faveur du torsémide. Mais en fin de compte, on revient après à l'étude Transcend, 20 ans après, qui dit, bon, vous utilisez torsémide ou furosémide, on n'a pas beaucoup d'avantages. Donc il a fallu attendre 20 ans. Bon, heureusement qu'en 20 ans, on n'a pas perdu notre temps avec d'autres produits. La deuxième chose, et c'est le problème qui est récurrent, c'est les diurétiques, c'est les résistances aux diurétiques de Lens. Alors, on se pose toujours la question, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en gros, optimisation suivie, faut utiliser le bolus versus la perfusion continue. On utilise beaucoup la pesée, on utilise beaucoup le volume, on utilise très peu la natriurèse, donc il faut vraiment insister sur la natriurèse guidée. Et puis arrive le sujet des associations. On n'a pas que le diurétique de Lens, il faut associer un petit peu pour essayer d'optimiser, et on va voir à peu près en allant vers les autres diurétiques. Je voulais un petit peu juste parler pour ne pas déborder sur la prochaine conférence. J'espère que je vais peut-être un petit peu parler du même sujet. Mais en fin de compte, regardez, ils ont utilisé le semaglutide chez les patients qui étaient non diabétiques.
Mais c'est des patients, alors c'est les cardiologues bien sûr, c'est des patients qui présentaient des insuffisances cardiaques avec des scores. Et en fin de compte, c'était juste pour vous dire qu'en fin de compte, regardez, on arrivait à avoir une décongestion avec un résultat significatif sur la démarche, sur la dyspnée. On arrivait à baisser le poids, on arrivait à baisser le taux de BNP. Donc, en fin de compte, on va voir, il y a toujours des solutions, mais sans dire que le diurétique ne fonctionne, essayer de l'optimiser. Alors, juste pour dire, en fin de compte, quand on a une insuffisance rénale ou quand on a un état de surcharge, il ne faut pas se tromper d'objectif. On a en fin de compte, en gros, généralement, on a une insuffisance rénale qui est oligoanurique, on la transforme en insuffisance rénale oligurique. C'est juste parce qu'on est content qu'il y a un peu d'urine dans la poche. Mais en fin de compte, il faut revoir un peu nos objectifs, revoir un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire pour le rein, mieux faire pour le rein. Et deuxième chose, est-ce qu'on arrive à baisser la mortalité? Alors, allons-y un peu pour les thiazidiques. Alors, les thiazidiques, c'est un peu les études à latte. Donc, c'est à peu près là où on a comparé aux inhibiteurs calciques, aux autres classes, même les IEC. On dit, bon, ils font aussi bien que les autres classes. Et c'est comme ça qu'a commencé les produits, les fameuses associations avec les ARA2, les IEC. Donc, c'est comme ça que le thiazidique a pris place dans le marché. Il y a aussi un peu, peut-être après on parlera avec nos collègues sur les lithiases et l'étude Dunston qui a donné un peu l'effet bénéfique sur la récurrence des lithiases calciques. Et puis on revient encore à Chlorotic qui est une étude un peu carrément récente qui a essayé un peu d'associer le thiazidique avec les diurétiques de Lens. Alors là je vais encore empiéter sur les diurétiques de Lens, mais aussi voir les avantages des thiazidiques. Et là, regardez, en fin de compte, quand on associe les deux, on a un meilleur avantage, on a une meilleure décongestion avec augmentation de la diurèse. Cependant, regardez encore à quel prix. Plus d'insuffisance rénale, plus d'hyponatrémie, plus d'hypocalémie. Et donc là, en fin de compte, voilà, on arrive à avoir un objectif, mais le patient, quand même, arrive à avoir d'autres problèmes. Et c'est ces problèmes qui sont embêtants. Alors, quand on compare les patients qui sont sous thiazidie, qui font une hyponatrémie par rapport aux patients qui ne font pas d'hyponatrémie, voilà ce qu'ils subissent. C'est en fin de compte, regardez, on décongestionne, on a une diurèse, mais regardez tous les effets secondaires qu'on peut avoir. Et essentiellement, il y a une étude qui a essayé de démontrer le nombre de chutes et de vertiges chez les patients qui étaient thiazidiques. Et là, on fait bien travailler les orthopédistes qui gèrent beaucoup de fractures à cause de ces thiazidiques. Mais en même temps, regardez, le risque de mortalité augmente de manière significative. Alors, les travaux, je ne les ai pas très bien compris parce qu'ils parlaient d'hyponatrémie induite par le thiazidique comme si c'était une hyponatrémie qui était différente d'une hyponatrémie autre. Mais on arrive quand même à avoir une mortalité qui est un peu plus accrue. Alors, les épargneurs de potassium. J'ai essayé, que ce soit les ENaC, en fin de compte, par rapport à la pompe apicale, où on bloque un peu son action, ou les anti-aldostérone, à peu près, on a plusieurs travaux qui ont démarré. Alors, il y a 20 ans, on parlait de l'action antifibrosique. On a commencé avec Emphasis, qui commençait à dire ça marche très très bien sur l'insuffisance cardiaque. Deuxième chose, après Pathway, en fin de compte, qui mettait en valeur l'effet de ces diurétiques sur les HTA résistantes. Après, on essaie un petit peu de les associer aux les prochaines études. En fait, on ressuscite, parce que la plupart des travaux datent entre 2000 et 2007. C'est comme si on les avait oubliés ou si c'était de l'acquis. Mais en fin de compte, on arrive quand même à avoir, on les ressort un petit peu pour voir un peu leur synergie avec les SGLT2. Et en même temps, en fin de compte, l'effet natriurétique et la mortalité n'est pas encore bien démontré chez les patients qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque. Alors, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, ils ont été eux aussi oubliés. On les a laissés aux ophtalmos, aux neurologues, tout ça. On s'est dit, bon, on n'utilise pas beaucoup. Il y a juste l'étude Advor qui a essayé de ressortir en 2022 un peu l'effet natriurétique de cette classe thérapeutique. Et en fin de compte, il nous arrivait quand même, on arrive un peu à décongestionner. On augmente la natriurèse, mais l'effet sur la mortalité n'est pas très important. En fait, on a des études qui disent
qui disent beaucoup de choses. Il y a ceux qui disent que ça marche très très bien chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, mais quand on n'a pas d'insuffisance cardiaque, l'effet est moins logique. Parlons des vaptans. Alors les vaptans, je ne sais pas, on les classe avec les tubes collecteurs, comme vous voulez. Alors la discussion a commencé très très tôt avec les cardiologues. Ils essayaient un petit peu de voir. On s'est dit, ça agit sur le même segment. Peut-être qu'on va avoir les mêmes bénéfices. Mais en même temps, je ne parle pas d'autres effets que celui des diurétiques. Et donc on a essayé un peu d'utiliser. En fin de compte, c'est des actions aquarétiques seules. Donc on s'est dit, ça va nous aider à ne pas nous débarrasser du sodium, surtout quand on a une hyponatrémie. Et les études commençaient à dire, oui, ça marche. Everest nous dit, il y a une diminution du poids, il y a une régression des œdèmes. SALT 1 et SALT 2 nous disent, bon, c'est super, on arrive à augmenter notre sodium, on arrive un petit peu à gérer cette hyponatrémie. Donc les idées commençaient diurétique de Lens, thiazidique avec les vaptans, pourquoi pas, on décongestionne, on évite les effets secondaires. Le seul problème, c'est qu'on se posait beaucoup de questions sur la sécurité des vaptans. Il y a deux effets secondaires. Un, l'effet hépatique. Et deuxième chose, c'est l'apparition de masse solide au niveau du poumon. On s'est dit, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, parce qu'on s'est dit, est-ce que leur utilisation va induire des effets secondaires qu'on va regretter dans le temps? Et peut-être on va voir du nouveau, il y a cette base de données FIRS sur la FDA qui est quand même assez rassurante. Elle nous dit qu'il est possible que les vaptans ne soient pas aussi inquiétants que ça, que les effets secondaires, surtout carcinogènes, ne sont pas aussi importants. Et on va avoir beaucoup de travaux qui vont associer les vaptans à d'autres classes diurétiques pour un petit peu décongestionner. Alors, je ne vais pas trop parler parce que pour ne pas un petit peu recentrer le travaux, je vais juste parler, en fin de compte, il y a l'effet décongestionnant, la DAPA-HF, c'est l'étude d'apagliflozine sur l'insuffisance cardiaque, qui nous dit qu'il y a quand même un effet décongestionnant. Et donc, pourquoi ne pas penser aux associations? Les diurétiques osmotiques, bon, il n'y a pas beaucoup de travaux, mis à part, en fin de compte, enfin, ça c'est les effets théoriques que nous avons connus à la première... Un temps de contact plus rapide, on est un peu plus... en fait, on élimine plus rapide les substances néphrotoxiques, mais en fait, ils ont très peu d'intérêt, mais il faut essayer toujours de penser à une association. Alors voilà, si on essaie un petit peu de revoir un peu tout le parcours des diurétiques des études, regardez, on essaie de parler entre classes, la même classe de deux molécules différentes. On parle de résultats qu'on annule en 2023. On essaie de ressortir une classe qui était moins utilisée. On essaie toujours d'associer. En fin de compte, même en pratique courante, il faut se poser ces questions. Là, c'est pas pour que vous le lisiez. En fin de compte, il y a beaucoup de travaux qui essaient un petit peu de fournir un diagramme de raisonnement logique, que ce soit devant une surcharge aiguë chez un patient hospitalisé, ou les patients que nous voyons en consultation, les hypertendus, qui sont presque tous surchargés, quand on considère que l'HTA, c'est une surcharge avant tout. Et en fin de compte, il y a le premier raisonnement. Un, utiliser de manière optimale, penser aux associations. Elles peuvent être même pas très logiques, mais en fin de compte, il faut s'adapter aux patients, il faut s'adapter aux conditions, sauf qu'il faut bien contrôler. Alors, il faut bien surveiller la natriurèse, ne pas utiliser juste ne pas utiliser juste le volume, mais utiliser la natriurèse, penser à associer. Et il y a beaucoup de médecins, qui soient néphrologues ou cardiologues, qui se disent il faut une petite carte de cet hypertendu. Est-ce que c'est un hypertendu avec un hyperaldostéronisme secondaire, primaire? Est-ce qu'il a rénine basse? Est-ce qu'il a rénine élevée? Et en fin de compte, c'est vrai qu'on a peut-être 10 minutes, 15 minutes en consultation pour prescrire le diurétique, mais se poser la question, quel est le bon diurétique chez ce patient? L'expliquer un peu plus, le surveiller de manière un peu plus rapprochée pour avoir, c'est vrai, un gain en décongestion, mais aussi pour essayer d'avoir un gain en mortalité. Voilà. La dernière plaque, c'était un peu juste pour fêter les 10 ans du club. Hein. Donc ça fait la plupart, on a beaucoup des anciens combattants du club de jeunes néphrologues. Donc ça fait 10 ans, c'était en 2015, Tlemcen, c'était la première conférence. Je remercie toujours le club, tous les adhérents, tous les membres actifs.
de donner cette maturité, de nous donner toujours l'opportunité de communiquer. Et je vous remercie.